L'avis était épinglé au tableau de feutre vert dans le hall des domestiques. Son encre était encore nette et impitoyable. C'était une liste de nouveaux règlements rédigés de la main précise et étroite de la gouvernante. Un resserrement des rênes. Une réaffirmation d'un ordre qui, au cours des mois passés, avait semblé dériver. Meg, les mains encore humides d'avoir frotté les dalles du matin, le lut avec la même immobilité tranquille qu'elle appliquait à toute chose. La plupart des règles étaient banales. Interdiction de parler dans les couloirs de l'étage après 10 heures. Un nouvel emploi du temps pour le polissage de l'argenterie. Mais le dernier point était différent. Il se dressait seul, séparé par une ligne dure et sombre. En aucune circonstance aucun membre du personnel de la maison ne doit approcher, toucher ou s'adresser au lévrier du duc. Son soin est la province exclusive du premier piqueur. Toute infraction entraînera un renvoi immédiat. Meg lut les mots 2 fois. Elle sentit les regards des autres femmes de chambre sur son dos. Un mélange de pitié et d'une certaine satisfaction acérée. Elle savait tout à qui s'adressait la règle. Ce n'était pas pour Marie, qui poussait des cris si la bête se contentait de tourner un coin. Ce n'était pas pour la jeune Agnès, qui se signait quand sa grande tête grise apparaissait à une fenêtre. C'était pour elle. Meg, la silencieuse qui semblait attirer le fantôme qui hantait Raventorn. Le lévrier s'appelait Scindé. C'était une créature de proportions mythiques, un géant de fourrure grise féreuse et hirsute, avec des yeux de la couleur du crépuscule d'hiver. Il avait appartenu au frère cadet du duc, Lord Édouard. Et depuis la mort d'Édouard dans un accident d'équitation imprudent 6 mois plus tôt, le chien était devenu un monument vivant au chagrin. Il mangeait peu, n'obéissait à personne, et rôdait dans les salles et les jardins comme un spectre. Sa présence était un rappel constant et troublant des rires qui n'échouaient plus dans les couloirs de pierre. On le craignait, incarnation à 4 pattes de la tristesse qui s'était abattue sur la grande maison. Tout le monde le craignait. Sauf, semble-t-il, qu'il ne craignait ni ne méprisait Meg, et c'était là le problème. Elle ne le cherchait pas. Elle ne l'appelait pas et ne lui offrait pas de reste de la cuisine. Elle se contentait d'accomplir ses devoirs, une petite silhouette mince dans une robe grise terne. Ses mouvements étaient économiques, et son visage habituellement composé. Pourtant, Scindé la trouvait. La première fois avait été dans la longue galerie. Elle dépoussiérait les sombres portraits des ancêtres du duc, son chiffon traçant des cercles silencieux et exercés. Elle avait senti un changement dans l'air, un poids, et s'était retournée pour le trouver debout là, sa forme massive remplissant l'embrasure. Il était aussi grand qu'un poney, la tête baissée, le regard fixé sur elle. L'autre femme de chambre qui l'accompagnait, Sarah, avait laissé tomber son plumeau avec un soupir et s'était enfuie. Meg était simplement restée immobile. 1 seconde, 2 secondes, 3. Elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas parlé. Elle l'avait simplement regardé, son cœur battant un rythme lent et régulier dans sa poitrine. Il fit un pas hésitant en avant, puis un autre. Il s'avança sur le plancher poli, ses griffes ne faisant aucun bruit, et s'arrêta à quelques pieds d'elle. Il se coucha, non pas avec un fracas, mais avec un pliage lent et délibéré de ses longs membres jusqu'à n'être plus qu'une montagne de fourrure grise à ses pieds. Il posa sa grande tête sur ses pattes et émit un son de grognement bas. Ce n'était pas un grognement. C'était autre chose, quelque chose de plus profond et de plus las. Et il la regardait, ses yeux anciens ne quittant jamais son visage tandis qu'elle terminait son dépoussiérage et quittait tranquillement la pièce. Depuis lors, c'était devenu un schéma. Dans la bibliothèque, tandis qu'elle essuyait soigneusement la poussière des dos de cuir, il apparaissait et se couchait près de la cheminée froide. Dans les jardins, tandis qu'elle désherbait les plates-bandes de roses, il s'installait à l'ombre d'une édif à proximité. Il ne lui demandait jamais rien. Il assistait simplement, une ombre silencieuse, immense et douce. Les autres domestiques y voyaient de la sorcellerie, un mauvais présage. La gouvernante, Madame Finch, y voyait une atteinte intolérable à la discipline. Ce n'est pas un animal de compagnie, ma fille, lui avait-elle sifflé la semaine précédente, le visage pincé de mécontentement. C'est le chagrin du duc. Vous ne vous mêlerez pas de cela. Meg s'était simplement inclinée. Je ne le fais pas, Madame Finch. C'est lui qui vient à moi. Alors veillez à ce qu'il ne le fasse pas, avait répliqué la gouvernante, ses yeux noirs comme des éclats de jet. Et maintenant, cet avis, une déclaration publique, une ligne tracée dans le sable. Meg était avertie et toute la maison en était témoin. Elle baissa le regard du tableau,
lissa son tablier et se tourna pour aller chercher les seaux pour laver les marches de devant. Elle obéirait à la règle. Elle le devait. Sa position ici était trop précaire. Son vrai but trop vital pour risquer quoi que ce soit pour un chien, aussi solitaire qu'il parût. Son nom n'était pas Meg. Son nom était Margaret Whitley. Et elle était venue à Raventhorn non pour un salaire de femme de chambre, mais pour la justice. Cette maison, cette grande, froide et endeuillée demeure détenait la clé de son passé et le seul espoir de son avenir. Son père, un classiciste et savant respecté, était mort 2 ans auparavant, la laissant, sa seule enfant, avec un héritage modeste mais sûr. Une petite propriété dans le Devon et une collection d'éditions originales à noter si précieuses qu'elles représentaient une fortune. Mais elle n'en avait jamais vu un sou. Un cousin éloigné de sa mère, un homme nommé Finch, avait produit un testament révisé. Un qui lui laissait tout. Il s'était précipité, avait vendu les livres, réclamé la propriété et l'avait chassée avec seulement quelques livres et un avertissement de ne pas faire d'histoire. L'avocat de son père avait été opportunément remplacé. Les témoins étaient les complices de Finch. Elle était restée à la dérive, son nom et sa position effacés. Et Madame Finch, la gouvernante de Raventhorn, était la sœur de cet homme. Margaret avait passé une année dans la misère avant qu'une lettre d'un vieil ami de son père, un universitaire à la retraite, ne la trouve. Il croyait son histoire. Il se souvenait de son père parlant de son travail, de sa collection précieuse, et de son intention de tout laisser à sa fille. Il se souvenait aussi d'autre chose, que son père avait consulté pour le catalogage de la vaste bibliothèque de Raventhorn pour le vieux-duc, le père de Philippe. Il avait soupçonné que certains des livres les plus précieux de son père, et peut-être même l'acte original de la propriété, avaient pu y être entreposés en sécurité, loin des regards indiscrets. C'était un coup de dé, un espoir désespéré. Ainsi, Margaret Whitley avait disparu, et Meg, une jeune fille tranquille et capable avec de fausses références et une histoire d'orpheline, avait obtenu un poste de femme de chambre junior à Raventhorn. Elle avait passé les 3 derniers mois à apprendre la géographie de la maison, les rythmes du personnel, les habitudes froides et distantes de son maître, le duc de Whitchurch, et elle avait attendu une occasion de fouiller l'endroit où elle croyait que se trouvaient les réponses, la bibliothèque. La bibliothèque était le sanctuaire du duc. Il y passait la plupart de ses heures, enfoui dans les papiers du domaine, une figure formidable et inabordable. Philippe, le 9e duc de Whitchurch, était un homme taillé dans le même granit que sa demeure ancestrale, grand et sévère, avec des cheveux noirs de corbeau, et un visage qui semblait incapable de sourire. Il avait hérité du titre, du chagrin et du chien fantôme en même temps. Il se déplaçait dans sa maison avec un silence pesant. Sa présence était aussi glaciale que l'humidité northumbrienne toujours présente. Meg ne le connaissait que comme une paire de bottes polies passant devant elle dans un couloir, un hochement de tête bref de reconnaissance, une voix grave donnant un ordre bas à un valet de pied. Il ne l'avait jamais vraiment regardée. Pour lui, elle n'était qu'une autre pièce de la machine de la maison, silencieuse et invisible. C'était ainsi qu'elle en avait besoin. La nouvelle règle concernant le chien rendait sa tâche plus difficile. L'étrange affinité de scinder pour elle avait été, à sa manière, une forme de camouflage. Tant qu'il était près d'elle, les autres domestiques gardaient leur distance, la laissant bénie seule pour observer et planifier. Maintenant, elle serait surveillée. Chaque interaction, chaque moment serait scruté par Madame Finch. Elle porta les seaux lourds d'eau jusqu'à l'entrée principale. L'air d'automne était vif, portant l'odeur de fumée de bois et de feuilles mouillées. Elle s'agenouilla sur la pierre froide, sa brosse mordant dans la saleté. Elle travaillait méthodiquement, l'esprit concentré. La bibliothèque. Elle devait trouver un moyen d'y entrer. Un moment où le duc était absent et la pièce vide. Tard dans la nuit, peut-être, après que la maison fût endormie. Une ombre tomba sur elle. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. La taille pure de la silhouette, le léger parfum musqué de chien et de lande. Scindé. Il était venu du côté de la maison et se tenait maintenant sur la marche du haut, la regardant de haut. Il gémit, un son doux et interrogateur au fond de sa poitrine. Les mains de Meg s'immobilisèrent dans l'eau. Elle garda la tête baissée, les yeux sur la pierre grise. « Va-t'en » chuchota-t-elle, les mots à peine audibles. « Tu ne dois pas être ici. » Le chien gémit à nouveau, sur une note plus insistante cette fois. Il descendit une marche, puis une autre, jusqu'à ce que sa grande tête soit au niveau de la sienne. Il lui donna un coup de museau mouillé sur l'épaule. C'était un geste doux et implorant.
Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle, la présence solide et vivante de lui. Une solitude profonde rayonnait de l'animal, un chagrin si vaste qu'il semblait s'enfoncer dans ses propres os. Il demandait quelque chose, du réconfort, de la reconnaissance, un toucher. Sa main brûlait d'envie de s'étendre, de caresser la fourrure hirsute entre ses oreilles. Ce serait si facile, une petite bonté, mais les paroles de la gouvernante, tranchantes et froides, résonnaient dans son esprit. Renvoi immédiat. Je ne peux pas, chuchota-t-elle en secouant la tête. Elle ramassa sa brosse et se mit à frotter avec une énergie renouvelée, presque désespérée. S'il te plaît, va-t'en. Pendant un long moment, le chien resta là, une statue silencieuse et pleine d'espoir. Puis, avec un soupir qui semblait souffler les feuilles mortes à travers la terrasse, il se tourna. Il remonta lentement les marches et disparut derrière le coin de la maison. Meg ne cessa de frotter que lorsque ses jointures furent à vif. Elle ne leva pas les yeux, mais elle le sentit, le poids d'un regard depuis une fenêtre supérieure. Pas la gouvernante cette fois. Une présence différente. Plus froide. Plus lourde. Le duc. Il avait regardé. Philippe se recula de la fenêtre de la bibliothèque, les mains jointes derrière le dos. Il avait vu tout l'échange. L'approche tranquille du chien. La tête baissée de la jeune fille. La retraite finale et abattue de l'animal. Il avait entendu son chuchotement. Pas les mots eux-mêmes. Il avait vu qu'elle refusait le chien. C'était inattendu. Pendant des mois, Scindé avait été une ombre. Un vaisseau de misère. Il tolérait le piqueur qui le nourrissait. Mais n'offrait aucune affection. Il ignorait complètement Philippe. Comme en jugement. Le chien avait aimé Édouard avec une dévotion farouche et unique. Et maintenant qu'Édouard était parti, Scindé semblait s'éteindre avec lui. C'était un souci. Un autre poids sur les épaules déjà chargées de Philippe. Puis, des semaines auparavant, les rapports avaient commencé. Des chuchotements parmi le personnel. Le chien suivait l'une des nouvelles femmes de chambre. Une petite chose tranquille et ordinaire. Il l'avait écartée comme une sottise. Le genre de fantaisie gothique que les domestiques inventent pour passer les heures ennuyeuses. Mais ensuite il l'avait vue de ses propres yeux. La bête géante couchait paisiblement aux pieds de la jeune fille dans la longue galerie. Il avait ressenti alors un frémissement de quelque chose. Pas de la colère. Mais une curiosité aiguë et inquisitrice. Le chien n'avait jamais été doux avec personne sauf Édouard. Avec les étrangers, il était distant. Même intimidant. Pourtant avec cette jeune fille. Cette Meg. Il était docile. Soumis même. Sa gouvernante Finch avait été furieuse. Elle y voyait une rupture de l'ordre, une familiarité inconvenante. Femme de principe rigide, Madame Finch avait dirigé Raventorn pour son père pendant 20 ans et maintenant pour lui. Son efficacité était légendaire. Sa loyauté incontestable. Philippe se fiait à son jugement en toute matière domestique. Quand elle avait suggéré la vie formelle, il avait accepté sans trop y réfléchir. C'était un problème et Madame Finch proposait une solution. Cela semblait assez simple. Mais en regardant la scène sur les marches, cela ne semblait plus simple. La jeune fille n'avait pas encouragé le chien. Elle l'avait activement renvoyé. Il n'y avait aucune ruse dans sa posture, aucune coquetterie pour attirer l'attention. Il n'y avait qu'une petite figure déterminée faisant son travail et obéissant à une règle qui lui était manifestement destinée. Et la réaction du chien. Ce grand soupir de deuil. Philippe avait ressenti un élan répondant dans sa propre poitrine. Une douleur familière. Il connaissait cette marque de chagrin. Il se détourna de la fenêtre et s'approcha de son bureau. Une vaste étendue d'acajou couverte de registres et de cartes du domaine. Le travail. Le travail était le seul antidote. Loyer à collecter, fermier à apaiser, un filon de charbon à inspecter. Il était le duc. Il avait des devoirs. Il n'avait pas de temps pour l'étrange relation entre une femme de chambre et le chien de son frère mort. Il s'assit, prit sa plume et fixa la page. Les chiffres se brouillèrent. Pourquoi l'avait-elle refusé? Non par peur. Il l'avait vue avec le chien auparavant. Elle n'avait pas peur de lui. Elle l'avait fait par obéissance. Un acte simple et direct. C'était cela qui le frappait comme si inhabituel. Selon son expérience, les gens étaient rarement simples ou directs.
Ils étaient poussés par une machinerie complexe d'intérêts personnels. Une femme de chambre qui avait capté l'attention du tragique lévrier dont on parlait pourrait y voir une opportunité. Un moyen de se distinguer. Peut-être même de s'attirer les faveurs du maître de maison. Cette jeune fille ne l'avait pas fait. Elle avait choisi l'invisibilité. Elle avait choisi d'obéir à une règle dure même quand cela lui coûtait un moment de bonté. Elle n'avait pas l'air coupable. C'était ce qui le remarqua le plus nettement. Un souvenir refit surface. Édouard riant, se battant avec Scindé encore chiot sur ce même tapis de bibliothèque. C'est un fin juge de caractère, tu sais. Édouard avait dit en ébouriffant la fourrure du chien. Il déteste les sots et les flatteurs. Il n'aime que les âmes honnêtes. Philippe écarta la pensée. C'était un non-sens sentimental. C'était un chien. Un animal. Ses instincts n'étaient la preuve de rien. Pourtant. Il se surprit à regarder autour de la bibliothèque. C'était sa pièce préférée. Un havre de silence et d'ordre. 2 étages de haut, murés de livres du sol au plafond. Avec une galerie courant le long du niveau supérieur. Elle sentait le cuir et le vieux papier et la cire d'abeille. La jeune fille, Meg, était souvent ici à dépoussiérer. Il était généralement si absorbé par son travail qu'il enregistrait à peine sa présence. Un frémissement de gris au coin de l'œil, le doux froissement d'un chiffon. Elle était totalement silencieuse, discrète. Il réalisa maintenant qu'il en était venu à trouver son industrie tranquille apaisante. Il se leva et s'approcha de la cheminée, reposant le bras sur le manteau de marbre. Scindé se couchait souvent sur le tapis ici quand elle était dans la pièce. Maintenant le tapis était vide. Toute la pièce semblait plus vide, plus froide. Une pensée, indésirable et persistante, se logea dans son esprit. Madame Finch avait décrit la jeune fille comme se mêlant de tout, sournoise. Il avait accepté la description. Maintenant il la mettait en doute. Ce qu'il avait vu sur les marches n'était pas de la sournoiserie. C'était de la dignité. Une dignité tranquille qui avait choisi d'obéir, même au prix de détourner un animal en deuil. Il retourna à son bureau, les registres oubliés. Il était le duc de Whitchurch, le maître de Raventorn. C'était son devoir de s'assurer que sa maison était dirigée avec équité et justice. Et pour la première fois, il ressentit une lueur de doute quant à la justice de la nouvelle règle de Madame Finch. Les jours qui suivirent furent plus durs pour Margaret. Le bouclier invisible que la présence de Scindé avait fourni avait disparu. Maintenant elle n'était plus qu'une autre femme de chambre, et une qui avait été mise en évidence pour une censure. Les autres domestiques, prenant leur cul de Madame Finch, soit l'ignoraient, soit lui parlaient avec un dédain froid. Ses tâches devinrent plus ardues. On l'envoyait frotter les sols dans les couloirs les plus humides et les plus froids, polir le laiton dans l'aile nord inutilisée, trier des draps moisissures dans la cave. C'était une campagne d'isolement destinée à rendre sa vie si misérable qu'elle partirait d'elle-même. Margaret comprit parfaitement la stratégie. Elle l'endura avec le même calme extérieur qu'elle faisait tout. Elle mangeait ses repas seule, le regard fixé sur son assiette. Elle accomplissait ses devoirs sans se plaindre. Elle ne pleurait pas. Elle avait appris il y a longtemps que les larmes étaient exactement ce que des gens comme Madame Finch voulaient. Mais le travail la tenait éloignée de son vrai but. La bibliothèque. Ses soirées étaient maintenant remplies de tâches de raccommodage assignées par la gouvernante la maintenant dans le hall des domestiques jusqu'à ce qu'elle fût trop épuisée pour penser à des recherches clandestines. Elle sentait le temps lui glisser entre les doigts. Et si le duc décidait de débarrasser les vieux papiers de son père? Et si Madame Finch, soupçonnant quelque chose, enlevait les documents même que Margaret cherchait? Elle ne voyait Scindé que de loin maintenant. Une forme grise se déplaçant dans les jardins enveloppés de crépuscule ou l'aperçu d'une queue et disparaissant dans un couloir. Il ne s'approchait plus d'elle. Il semblait comprendre le nouvel ordre des choses. Chaque fois qu'elle le voyait, la douleur dans sa poitrine s'aiguisait. Ils étaient 2 créatures solitaires dans une maison pleine de secrets, interdites de s'offrir le moindre réconfort. Un soir, près de 15 jours après l'affichage de la vie, on lui confia la tâche d'apporter un plateau de thé à la douairière. La mère du duc, Lady Mariella, était arrivée pour l'une de ses rares visites depuis la maison douairière. C'était une vieille femme redoutable aux yeux aussi perçants et intelligents que ceux de son fils, mais les siens détenaient une chaleur qui manquait aux siens. Margaret entra dans le petit salon élégant pour trouver Lady Mariella assise près du feu, un livre sur les genoux. Le duc se tenait près de la fenêtre,
regardant le crépuscule qui s'approfondissait. La pièce était tendue d'un silence qui était plus que du calme. Margaret fit une révérence, les yeux baissés, et posa le plateau sur une table basse. « Merci. » dit la douairière. Sa voix était claire et inattendue de bonté. « Quel est ton nom, mon enfant ?»« Meg, votre grâce. »« Meg, » répéta lady Mariella, goûtant le nom. « Tu es nouvelle ici. »« Je suis à Raventorn depuis 3 mois, votre grâce. »« Ah. Et tu es celle dont le chien s'est entiché. » Le souffle de Margaret se bloqua. Elle pouvait sentir la tension du duc se déplacer de la fenêtre vers elle. Son regard était un poids palpable sur la nuque. « Le chien se tient à l'écart maintenant, votre grâce. » dit-elle prudemment. « Oui, à cause de la règle idiote de Philippe, » dit la douairière, son regard perçant se déplaçant vers son fils. « J'ai vu la vie. L'œuvre de Finch, je suppose. Cette femme a la subtilité d'un forgeron. » Le duc se tourna complètement de la fenêtre. Son visage était un masque de froide composition. « Madame Finch dirige la maison. Je n'interfère pas dans ses méthodes. »« Tu devrais, quand ses méthodes sont cruelles, » rétorqua sa mère. Elle regarda à nouveau Margaret. « L'animal est en deuil, mon enfant, comme mon fils, bien qu'il préférerait mourir plutôt que de l'admettre. Scindé a vu quelque chose en toi. Une douceur, peut-être. Et tu as été forcé de le repousser. N'est-ce pas ainsi ?» Margaret ne savait pas comment répondre. Une contradiction directe du duc était impensable. Mais acquiescer semblait une trahison de sa propre intégrité tranquille. Elle choisit ses mots avec un soin immense. « Je suis les règles de la maison, votre grâce. » La duchesse douairière sourit, une petite expression connaisseuse. Une réponse très diplomatique. « Tu peux y aller, Meg. » Margaret fit à nouveau une révérence et sortit à reculons de la pièce, fermant la porte doucement derrière elle. Elle ne courut pas. Elle marcha à son rythme habituel et mesuré le long du couloir, mais son cœur cognait contre ses côtes. À l'intérieur du salon, Philippe fit face à sa mère. « Tu n'aurais pas dû l'impliquer. C'est une domestique. »« C'est un être humain, » dit Mariella d'un ton acerbe. « Et une qui a montré plus de sens et de compassion que quiconque dans cette maison. As-tu vu son visage? Le soin qu'elle prend de ne pas offenser. Ce n'est pas le visage d'une jeune fille sournoise et qui se mêle de tout, Philippe. C'est le visage de quelqu'un qui a du caractère. Tu ne sais rien d'elle. »« Je sais ce que le chien sait, » dit sa mère, sa voix s'adoucissant. Édouard disait toujours que Scindé était un fin juge de caractère. Peut-être devrions-nous l'écouter. Peut-être qu'au lieu d'afficher des règles pour tenir la jeune fille éloignée du chien, tu devrais te demander pourquoi le chien la cherche en premier lieu. Elle prit sa tasse de thé. Le chagrin a besoin d'un exutoire, Philippe. Pour les chiens et pour les hommes. Tu t'es enfermé dans cette bibliothèque, et tu as ordonné que cette pauvre bête soit enfermée dans son propre chagrin. Regarde ce que cela a fait de vous deux. Tu deviens autant un fantôme que lui. Philippe n'avait pas de réponse pour elle. Ses paroles frappaient trop près d'une vérité qu'il ne voulait pas examiner. Il avait géré son chagrin par le déni et un travail acharné. Il avait pensé que c'était de la force. Mais en voyant la femme de chambre tranquille, en entendant les paroles de sa mère, il ressentit la première fissure dans son formidable armure. Plus tard cette nuit-là, incapable de se concentrer sur ses papiers, il quitta la bibliothèque et marcha dans les couloirs silencieux de la maison. Il se retrouva à l'étage supérieur, dans l'aile où dormaient les domestiques femmes. Il ne savait pas pourquoi il était venu. Il se tenait dans l'ombre, écoutant le silence profond de la maison endormie. Une porte au bout du couloir s'ouvrit d'un crack. Une fente de lumière de bougie apparut. C'était elle. Meg. Elle était entièrement habillée, un châle sombre autour des épaules. Elle portait une seule bougie, sa flamme rendant son visage pâle et vigilant. Elle regarda le long du couloir, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Puis, se déplaçant aussi silencieusement qu'un papillon de nuit, elle commença à marcher, non pas vers le grand escalier, mais dans la direction opposée, vers les escaliers étroits et tortueux qui menaient aux zones de service, et finalement à l'arrière de la maison. Où allait-elle? Un sombre soupçon planté par Madame Finch fleurit dans son esprit. Une rencontre clandestine? Un vol? Son premier instinct fut de marcher d'un pas ferme le long du couloir et d'exiger une explication. Mais il se retint.
Les paroles de sa mère résonnaient dans sa mémoire. Ce n'est pas le visage d'une jeune fille sournoise et qui se mêle de tout. Il décida de la suivre. Il resta dans l'ombre, ses pantoufles de cuir souple ne faisant aucun bruit sur le chemin. Il garda une distance prudente, regardant la petite flamme de sa bougie descendre dans l'obscurité de la maison. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer de nouvelles histoires, veuillez vous abonner à la chaîne. La destination de Margaret était la bibliothèque. C'était un risque, un terrible, mais les paroles de la douairière l'avaient stimulée. Le temps pressait. Elle devait agir. Elle savait que le duc travaillait souvent tard, mais elle savait aussi qu'il faisait parfois de longues promenades agitées à travers le domaine avant de se retirer. Elle pariait sur son absence. Elle atteignit le rez-de-chaussée et se déplaça à travers les couloirs de service obscurs, son cœur un tambour frénétique contre ses côtes. La grande maison semblait différente la nuit. Un géant endormi, ses secrets serrés dans les ombres. Elle poussa doucement la porte de feutre qui séparait le monde des domestiques de celui de la famille. Le grand hall était une caverne d'obscurité. Le clair de lune à travers les hautes fenêtres peignait des motifs fantomatiques sur les dalles. La porte de la bibliothèque était déverrouillée. Elle se glissa à l'intérieur en la fermant silencieusement derrière elle. Pendant un moment elle resta simplement debout, laissant ses yeux s'adapter. La pièce sentait comme lui. De cuir et d'encre et d'un léger parfum propre de l'extérieur. Les braises dans la cheminée jetaient une faible lueur rouge. Sa bougie était une minuscule île de lumière dans la vaste obscurité. Elle savait où elle devait chercher. Son père lui avait un jour décrit la section lorsqu'elle était enfant. Une histoire qu'il lui avait racontée sur son travail. Le cœur de la maison, l'avait-il appelé. Une collection de philosophie romaine et grecque personnellement sélectionnée par le grand-père du duc. Un savant notoire lui-même. Elle était sur la galerie supérieure. Elle trouva l'escalier en colimaçon étroit caché derrière une alcôve à rideaux et commença à monter. Les marches de fer étaient froides sous ses fines pantoufles. La galerie était une passerelle étroite bordée de encore plus de livres. Elle tenait sa bougie haut, cherchant les dos. Platon, Aristote, Marc Aurèle. C'était ça. Selon le vieil ami de son père, il avait soupçonné que son père avait pu utiliser une technique dont il était friand, cacher des documents dans un livre évidé ou derrière un panneau lâche sur l'étagère elle-même. C'était l'affaire de minutes à vérifier mais des minutes qu'elle n'avait peut-être pas. Ses mains tremblant légèrement commencèrent à se déplacer le long des étagères. Elle passa ses doigts sur les dos, poussant doucement chaque volume. Y en avait-il un plus léger qu'il ne devrait? Un espace derrière? La flamme de sa bougie vacilla, projetant des ombres dansantes qui semblaient se moquer d'elle. Une planche de plancher craqua en bas. Margaret se figea, son sang se changeant en glace. Elle s'aplatit contre les étagères de livres, éteignant sa bougie avec ses doigts, plongeant la galerie dans une obscurité absolue. Elle retint son souffle, s'efforçant d'écouter. Silence. L'avait-elle imaginé? Puis, un son bas, le frottement d'une bûche se déplaçant dans le grill. Quelqu'un était dans la pièce. Cela devait être le duc. Elle avait mal calculé. Il n'était pas parti pour une promenade. Il avait été ici tout le temps, assis dans l'obscurité. Son pari fou et désespéré avait échoué. Elle était piégée. La découverte signifiait un renvoi instantané, le déshonneur, la fin de tout espoir. Cela pouvait même signifier d'être livrée au magistrat, accusé d'effraction, de vol. Elle se pressa plus loin dans les ombres, essayant de se faire plus petite, de se fondre avec les livres. Elle pria pour l'invisibilité. En bas, Philippe était assis dans son fauteuil à oreilles, caché dans les ombres profondes près de la cheminée. Il était retourné à la bibliothèque seulement quelques instants avant qu'elle n'entre. Sa promenade agitée l'ayant ramené ici. Il avait été sur le point d'allumer une lampe quand il avait entendu la porte s'ouvrir. Il était resté immobile, sa curiosité l'emportant sur sa colère. Il l'avait regardé se glisser comme un spectre. Il l'avait regardé traverser la pièce et monter l'escalier en colimaçon. Il savait exactement vers quelle section elle était allée, la collection de philosophie. Un choix étrange pour une voleuse. Une voleuse irait à son bureau, au cabinet d'argent. Et maintenant elle était là-haut, figée dans l'obscurité, pensant être seule. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. L'instinct de chasseur en lui, la part de lui qui était maître de ce domaine, voulait l'appeler, la piéger, exiger des comptes. Mais une autre part, une voix plus nouvelle et plus hésitante,
l'incitait à attendre, à regarder, à comprendre. Que faisait une femme de chambre dans sa bibliothèque en pleine nuit, se dirigeant droit vers une collection de philosophie grecque obscure? Il s'assit dans l'obscurité, une statue d'enquête patiente, et attendit. Sur la galerie, la terreur de Margaret s'apaisa lentement, remplacée par une clarté froide et aiguë. Elle ne pouvait pas rester ici toute la nuit. Tôt ou tard, il allumerait une lampe. Il la verrait. Sa seule chance était de redescendre, d'atteindre la porte, tant que la pièce était encore sombre. Mais l'escalier en colimaçon était de l'autre côté de la galerie. Elle devrait passer l'espace ouvert au-dessus de la pièce principale pour l'atteindre. Elle commença à bouger, un pas agonisamment lent à la fois. Elle glissa ses pieds le long du sol, n'osant pas les lever. Elle garda une main sur les étagères de livres, se guidant, sa paume glissant sur le cuir froid des dos de livres. L'odeur de vieux papier emplissait ses narines, l'odeur de son père, d'une vie qui lui avait été volée. La proximité de son but, si proche, et pourtant si impossible, était une douleur physique. Elle atteignit le haut de l'escalier. Elle pouvait voir le contour faible de la porte de la bibliothèque, un rectangle pâle dans la pénombre. Elle devait descendre. Elle fit le premier pas. Le vieux fer gémit, un son fort et protestant dans le silence absolu. En bas, la tête de Philippe se releva d'un coup. Le son était indubitable. Il se leva de son fauteuil, ses propres mouvements maintenant aussi silencieux que les siens l'avaient été. Il traversa le tapis, les yeux fixés sur l'escalier d'où elle émergerait. Le cœur de Margaret bondit dans sa gorge. La partie était finie. Il savait. Elle descendit le reste des marches en précipitation, son prétexte de furtivité abandonné. Elle atteignit le bas et courut pratiquement vers la porte. Sa main était sur la poignée de laiton froide quand sa voix sortit de l'obscurité, l'arrêtant net. Arrêtez. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre bas et tranquille, mais il détenait l'autorité absolue d'un homme qui n'avait jamais été désobéi. Margaret se figea, le dos à lui. Elle ferma les yeux. C'était fini. Elle l'entendit se déplacer à travers la pièce. Il n'alluma pas de lampe. Il s'arrêta à quelques pieds derrière elle. Elle pouvait sentir sa présence, la chaleur et la hauteur de lui. « Tournez-vous. » dit-il, sa voix encore tranquille, mais maintenant avec un bord dur et dangereux. Lentement, elle se força à obéir. Elle se tourna, gardant la tête baissée, les mains jointes devant elle. Elle ne pouvait pas voir son visage dans l'obscurité, seulement sa silhouette haute et imposante contre la faible lueur des braises. « Que faisiez-vous dans ma bibliothèque » demanda-t-il. Elle ne dit rien. Que pouvait-elle dire? La vérité était impossible. Un mensonge semblait futile. Cherchiez-vous quelque chose à voler? Non, votre grâce. Chuchota-t-elle. Sa voix était ferme, à sa propre surprise. Alors quoi? Une promenade de minuit? Un désir de littérature? La question était teintée d'un sarcasme froid et tranchant. Toujours, elle resta silencieuse. Elle avait échoué. Madame Finch aurait sa victoire. Elle serait jetée dehors, et la vérité de l'héritage de son père serait enterrée dans cette pièce pour toujours. Une vague de désespoir, si puissante qu'elle faillit lui faire plier les genoux, la submergea. Mais sur ses talons vint autre chose. Une étincelle de défi. Elle avait été silencieuse trop longtemps. Elle avait enduré trop. Si c'était la fin, elle ne partirait pas en rampant. Elle releva le menton et croisa son regard invisible dans l'obscurité. « Je cherchais un livre, dit-elle, sa voix claire et sans tremblement. Son silence était plus déconcertant que ses questions. Il fit un pas plus près. « Un livre, répéta-t-il, son ton plat. À 2 heures du matin. Quel livre? » Elle devait lui donner quelque chose. Un titre. Quelque chose de plausible. Son esprit courait, triant les titres qu'elle avait balayés juste quelques instants auparavant. Les méditations de Marc Aurèle, dit-elle. C'était le premier nom qui lui vint. Elle attendit le mépris, l'incrédulité. Au lieu de cela, il resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla à nouveau, le bord sarcastique avait disparu, remplacé par autre chose. Une curiosité froide et authentique. Pourquoi celui-là? Parce que, commença-t-elle, et la vérité, ou une version de celle-ci, sortit. Parce que c'est sur le fait d'endurer ce que l'on ne peut changer, sur le maintien de son propre caractère quand le monde est injuste.
Le silence s'étira. 1 seconde. 2. Elle pouvait entendre le tic-tac tranquille de l'horloge du manteau, le murmure du feu mourant. Il passa devant elle, sa manche brossant son bras. Il alla à une table et grattant une allumette. Une lampe s'alluma, inondant la pièce d'une lumière douce et dorée. Margaret cligna des yeux, ses yeux s'adaptant. Il se tenait près de la table, la regardant. Son visage était austère dans la lumière de la lampe, tous angles aigus et ombres. Ses yeux bruns fauves étaient plissés, son expression illisible. Il ne la regardait pas avec la rage qu'elle avait attendue. Il la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Vous lisez le latin » demanda-t-il. La question était tranquille, presque conversationnelle. Le monde soigneusement construit de Margaret bascula sur son axe. Ce n'était pas l'interrogatoire qu'elle avait préparé. « Et le grec » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Il hocha lentement la tête, comme si elle venait de confirmer quelque chose qu'il avait commencé à soupçonner. Il regarda de son visage à ses mains, jointes devant elle. C'étaient les mains d'une femme de chambre, rouges et gercées de savon de lessive et d'eau froide. Mais elles étaient aussi minces et bien formées. Les mains d'une savante, avait dit sa mère. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Ce n'était pas une question à une domestique. C'était une question à une égale. La vérité, la vraie vérité, était au bout de sa langue. Mon nom est Margaret Whitley. Mais la peur, enracinée par 2 années de privation et d'humiliation, la retint. Le pouvoir qu'il détenait sur elle était absolu. Un mot de lui pouvait la ruiner pour toujours. « Je suis une femme de chambre, votre grâce, dit-elle, baissant le regard vers le sol. Il la regarda pendant un autre long moment. Madame Finch dira que vous êtes une voleuse. Elle exigera votre renvoi. Que vous attendez-vous de moi? Je m'attends à ce que vous fassiez ce que vous pensez juste, votre grâce, dit-elle tranquillement. Sa bouche se resserra. C'était la réponse parfaite. Elle était déférente, pourtant elle rejetait le fardeau du jugement carrément sur lui. Elle le défiait d'être l'homme qu'il était censé être. Il s'approcha de l'étagère et tira un volume. Ce n'était pas Laurel. C'était un mince volume de poésie. Il l'ouvrit et le tendit vers elle. « Lisez » ordonna-t-il. Elle prit le livre. Ses mains tremblaient à nouveau. La page était un flou de vers grec. Elle prit une respiration, se stabilisa, et commença à lire. Sa voix, d'abord hésitante, se renforça à mesure qu'elle trouvait le rythme de la langue. Les beaux mots anciens remplirent la pièce silencieuse. Elle lut toute la page. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers lui. Il la fixait. Son expression une d'étonnement naissant et réticent. Il s'était attendu à ce qu'elle trébuche, à ce qu'elle soit révélée comme une fraude. Il ne s'était pas attendu à la pure fluidité académique, l'accent parfait, la compréhension claire du texte. Il prit le livre de ses mains, ses doigts brossant les siens. Le toucher était électrique, un bref moment de contact choquant. « Vous retournerez dans votre chambre, dit-il, sa voix tendue. Vous ne parlerez de ceci à personne. Je m'occuperai de Madame Finch. » Il se détourna d'elle, un renvoi clair. Margaret fit une révérence, l'esprit tourbillonnant. Elle se hâta hors de la pièce, son cœur battant non plus de peur maintenant, mais d'un espoir sauvage et terrifiant. Elle n'avait pas été renvoyée. Elle avait été vue. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un avait regardé au-delà de l'uniforme de femme de chambre et vu la personne en dessous. Et cela, réalisa-t-elle, était un danger bien plus grand que tous ceux auxquels elle avait fait face auparavant. Philippe ne se coucha pas. Après que Margaret se fut enfuie de la bibliothèque, il resta immobile pendant longtemps, le livre de poésie grecque encore dans sa main. Le silence de la pièce était différent maintenant. Il n'était pas vide. Il était rempli de l'écho de sa voix, du poids d'une révélation impossible. Une femme de chambre qui lisait le grec classique, une jeune fille avec les mains d'une laborieuse et l'esprit d'une savante. Une voleuse qui se glissait dans sa bibliothèque non pour voler de l'argent, mais pour trouver un livre sur la philosophie stoïque. C'était une contradiction, un puzzle que son esprit ordonné et logique ne pouvait résoudre. Il pensa à son visage dans la lumière de la lampe. Pâle, effrayé, mais avec un noyau inébranlable de dignité dans ses yeux. « Je m'attends à ce que vous fassiez ce que vous pensez juste. » Elle n'avait pas supplié. Elle n'avait pas pleuré. Elle l'avait défié. Il pensa à Scindé, la grande bête en deuil qui n'avait montré aucune chaleur à personne,
pourtant suivait cette jeune fille comme une ombre. C'est un fin juge de caractère, avait dit Édouard. Philippe l'avait écarté. Maintenant il n'en était plus si sûr. Le chien avait vu ce qu'il n'avait pas. Le chien avait reconnu quelque chose de vrai et de digne en elle, quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa station. Madame Finch. Il devrait s'occuper d'elle. Son premier instinct était de protéger la jeune fille, de simplement interdire à la gouvernante de la renvoyer. Mais cela n'augmenterait que le soupçon et l'hostilité de la femme. Cela rendrait la vie de Margaret dans le hall des domestiques intolérable. Et cela ne répondrait pas à la question fondamentale. Qui était-elle? Il avait besoin d'informations. Il marcha vers son bureau et s'assit, mais non pour travailler sur les registres du domaine. Il tira une feuille de papier propre vers lui, et commença à écrire une lettre. C'était à une vieille connaissance à Londres, un homme qui lui devait une faveur, un homme qui avait la réputation de pouvoir découvrir n'importe quoi sur n'importe qui, tranquillement et discrètement. Il la décrivit du mieux qu'il put, son âge approximatif, son apparence, le nom qu'elle utilisait. Meg. Il mentionna sa fluidité dans les langues classiques. Il demanda à l'homme de chercher tout enregistrement d'une jeune femme de cette description, probablement une demoiselle tombée dans la misère. Il scella la lettre et la mit de côté pour l'envoyer avec le courrier du matin. Ce n'est qu'alors qu'il se permit de penser à ce que cela signifiait. Si elle était qui il commençait à soupçonner qu'elle était, une dame forcée au service par quelque malheur, alors sa présence ici était un acte d'accusation de son monde entier. Un monde bâti sur l'ordre et la station, où de telles choses n'étaient pas censées arriver. Et lui, par son aveuglement, avait été complice de sa dégradation. Un nouveau sentiment commença à remuer sous son chagrin et son sens implacable du devoir. Un instinct protecteur, aigu et farouche. Il lui avait dit qu'il s'occuperait de Madame Finch, et il le ferait. Mais il le ferait à sa manière. Le lendemain matin, la gouvernante demanda une rencontre. Philippe la reçut dans la bibliothèque, la scène du drame de la nuit précédente. Madame Finch entra, le dos droit comme un bâton, le visage un masque de satisfaction sombre. Votre grâce, commença-t-elle sans préambule. Je suis ici pour signaler une grave violation de conduite. La femme de chambre, Meg, a été découverte tentant de voler dans la maison la nuit dernière. Philippe resta assis derrière son bureau, les doigts en stipple. Il ne l'invita pas à s'asseoir. En effet, dit-il, sa voix froide. Découverte par qui? Par moi-même, votre grâce. J'avais mes soupçons sur elle depuis quelque temps. Son comportement a été irrégulier. Je l'ai vue quitter sa chambre après minuit et l'ai suivie. Elle a forcé l'entrée de cette même bibliothèque. Les yeux de Philippe se plissèrent. Un mensonge. Un mensonge flagrant et stupide. Il avait été celui dans la bibliothèque. Il avait été celui à la suivre. Madame Finch avait dormi profondément dans son lit. Vous l'avez suivie vous-même, demanda-t-il. Sa voix dangereusement douce. Je l'ai fait, votre grâce. Je l'ai prise sur le fait. Elle était confiante, assurée de son autorité, de sa confiance en elle. Et que tentait-elle de voler? Je n'ai pas eu la chance de m'en assurer. Je l'ai confrontée et elle s'est enfuie dans sa chambre. Mais son intention était claire. C'est une voleuse. Pour le bien de la maison, elle doit être renvoyée immédiatement. Peut-être même livrée au constable. Philippe laissa le silence pendre dans l'air un moment. Il regarda la femme qui avait servi sa famille pendant 2 décennies. Il l'avait toujours vue comme le roc de sa maison. Efficace, loyale, incorruptible. Maintenant, en la regardant à travers la lentille de sa nouvelle connaissance, il vit autre chose. Il vit une petite tyranne. Une femme si protectrice de son petit domaine qu'elle mentirait à la face de son maître pour se débarrasser d'une menace perçue. Votre dévouement à la sécurité de cette maison est louable, Madame Finch, dit-il lentement. Cependant, dans ce cas, vous vous trompez. Les lèvres minces de la gouvernante s'ouvrirent de surprise. Votre grâce. J'étais dans la bibliothèque la nuit dernière, dit Philippe, sa voix descendant à un calme glacial. J'étais ici toute la nuit. La jeune fille, Meg, n'a pas forcé l'entrée. Je travaillais tard et je l'ai appelée. Madame Finch le fixa, sa composition se fissurant. L'incrédulité se battait avec la confusion sur son visage. Vous l'avez appelée? Une femme de chambre? Dans la bibliothèque? Au milieu de la nuit?
Je l'ai fait. J'avais besoin d'un livre de la galerie supérieure et ne souhaitais pas monter les marches moi-même. Il mentit, le mensonge lui venant facilement. Il la battait à son propre jeu. Elle a rapporté le livre comme ordonné et est ensuite retournée dans sa chambre. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de comportement irrégulier. Il n'y a eu qu'une domestique obéissant à un ordre. La couleur se vida du visage de la gouvernante. Elle comprit immédiatement ce qui se passait. Elle n'était pas crue. Son autorité était publiquement, dévastateur minée. Sa parole était contestée et elle perdait. Mais votre grâce. Sa présence. Sa présence était à ma demande, coupa Philippe, sa voix comme du silex. Est-ce clair? Oui, votre grâce, chuchota TL, les yeux tombant au sol. Alors l'affaire est close. La jeune fille ne sera pas renvoyée. Elle ne sera pas punie. Elle continuera avec ses devoirs. Et vous, Madame Finch, ne la tracasserez plus. Mes ordres doivent être respectés à la fois par elle et par vous. Il fit une pause, laissant le poids de ses paroles s'enfoncer. Vous pouvez y aller. Pendant un moment, elle resta figée comme si elle pouvait argumenter. Mais un regard au visage implacable du duc lui dit que c'était inutile. Elle avait trop joué sa main éperdue. Elle fit une révérence raide et saccadée et quitta la pièce. Son humiliation eut une aura palpable autour d'elle. Philippe la regarda partir sans ressentir de triomphe. Seulement un sens froid de déception. Il s'était fié à elle. Il s'était appuyé sur elle et elle lui avait menti pour aucune meilleure raison que de persécuter une jeune fille tranquille et solitaire. Sa mère avait raison. Il avait été aveugle. Il savait que ses actions auraient des conséquences. La maison était un écosystème délicat de ragots et de hiérarchie. L'histoire serait partout dans le hall des domestiques avant le déjeuner. Le duc était personnellement intervenu pour sauver une femme de chambre de la colère de la gouvernante. Cela mettrait Margaret encore plus à part, en faisant d'elle un objet de spéculation intense et de ressentiment. Il l'avait sauvée du renvoi mais il l'avait jetée dans un autre genre de feu. Il se surprit à marcher vers la fenêtre qui surplombait les marches de devant. L'endroit où il l'avait vu renvoyer le chien. Il ressentit une puissante envie inconnue de la voir, de s'assurer qu'elle allait bien. De lui parler à nouveau. Mais que dirait-il? Il ne pouvait pas révéler ses soupçons. Pas encore. Il ne pouvait pas la traiter comme une égale. Cela détruirait le peu de paix qu'elle avait. Il était piégé par la même structure sociale rigide qu'il avait piégé. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de regarder de loin et d'attendre la lettre de Londres. Le changement dans la maison fut immédiat et profond. Margaret le sentit dès qu'elle entra dans les cuisines ce matin-là. Le bourdonnement habituel de conversation mourut. Les gens s'arrêtèrent et la fixèrent. Les chuchotements la suivirent tandis qu'elle collectait ses fournitures de nettoyage. Elle n'était plus seulement Meg, la femme de chambre tranquille. Elle était maintenant un mystère, une personne d'intérêt, l'intérêt du duc. Madame Finch ne lui parla pas du tout. Elle donnait ses ordres par l'intermédiaire d'une sous-gouvernante, son visage un masque gelé de fureur. Les tâches ardues et punitives cessèrent. Margaret fut assignée à la rotation régulière, principalement aux étages supérieurs, dans l'aile de la famille. C'était un changement subtil mais significatif. On la gardait près. Que ce fût l'ordre du duc ou la façon de la gouvernante de la surveiller, elle ne savait pas. Elle travaillait la tête baissée, son expression illisible. Mais à l'intérieur, ses pensées étaient en tourmente. Le duc l'avait sauvée. Il avait menti pour elle. Pourquoi? Que soupçonnait-il? Le souvenir de ses yeux sur elle dans la bibliothèque, sa question tranquille, « Qui êtes-vous » la hantait. Il avait créé un espace pour elle, une bulle fragile de protection. Mais c'était une cage dorée. Elle était maintenant plus visible que jamais, plus isolée, et ses recherches clandestines étaient impossibles. Elle était constamment surveillée par les autres domestiques et par Madame Finch. Son seul réconfort était scindé. Le jour après sa confrontation avec le duc, l'avis sur le tableau de feutre vert avait disparu. Personne n'en parla. Il avait simplement disparu. Cet après-midi-là, tandis qu'elle aérait les draps dans le salon du matin, une grande tête grise poussa la porte. Scindé entra et se coucha à ses pieds, laissant échapper un doux soupir de contentement. La main de Margaret s'immobilisa. Elle le regarda, son cœur se gonflant d'une douloureuse gratitude. Elle s'agenouilla et pour la première fois s'étendit.
Ses doigts s'enfoncèrent dans la fourrure épaisse et rude de son cou. Il se pencha dans son toucher, les yeux se fermant. « Tu savais, n'est-ce pas » chuchota T.L. « Tu savais que je n'étais pas ce que je semblais. » Le chien se contenta de gronder, un son profond et paisible. À partir de ce jour, il fut à nouveau son compagnon constant. Sa présence était un réconfort, mais c'était aussi une déclaration. Dans le langage silencieux de la maison, le choix du chien était le choix du duc. Les domestiques, voyant l'animal de retour à ses côtés, comprirent qu'elle était, pour l'instant, intouchable. Le duc lui-même resta une figure distante. Lui et Margaret ne reparlèrent plus de cette nuit. Quand il passait devant elle dans le couloir, il donnait un hochement de tête bref, son visage aussi illisible que jamais. Mais ses yeux s'attardaient sur elle une fraction de seconde plus longtemps qu'ils ne le devraient. Et parfois, quand elle dépoussiérait la bibliothèque et qu'il était à son bureau, elle levait les yeux et le trouvait la regardant. Une question dans son regard brun fauve, ces rencontres silencieuses et chargées devinrent le nouveau rythme de leur jour. Une conversation non dite se déroulait entre eux dans les espaces entre leurs rôles prescrits. Oh, il la voyait et elle le savait. Un après-midi, la duchesse douairière la convoqua à nouveau. Cette fois, il n'y avait aucun prétexte de besoin de thé. Lady Mariella était dans son salon préféré arrangeant des fleurs dans un vase. Scindé dormait sur le tapis. « Entre, mon enfant. Ferme la porte. » dit-elle sans lever les yeux de sa tâche. Margaret fit comme on lui disait. « Mon fils s'est intéressé à toi. » déclara la douairière en coupant le bout d'une tige de rose. « Son grâce a été juste avec moi. » dit Margaret prudemment. Lady Mariella la regarda enfin, ses yeux perçants. « Philippe est beaucoup de choses. Il est diligent. Il est intelligent. Il est bien trop sérieux. Mais il n'est pas juste. Il est équitable. Il y a une différence. L'équité c'est donner aux gens ce qu'ils méritent. La justice c'est leur donner ce qui leur est dû. Il semble penser que tu es dû quelque chose. » Elle fit une pause. Son regard intense. A-t-il raison? La gorge de Margaret se sécha. C'était la question la plus dangereuse qu'on lui ait encore posée. La douairière n'était pas son fils. C'était une femme et ses instincts étaient bien plus aigus. « Je suis une femme de chambre, votre grâce. On me doit mes gages. » La douairière sourit faiblement. « Tu es une très mauvaise menteuse, ma chère. Ta bouche dit une chose mais tes yeux en disent une autre. Tu as les yeux d'une femme qui a perdu beaucoup. » Elle posa ses ciseaux. « Je ne suis pas ton ennemi. J'ai vu comment Madame Finch te regarde. Je connais cette femme depuis 20 ans. C'est une bonne gouvernante, mais une possessive. Elle ressentiment tout changement à son autorité. Et toi, pour quelque raison, tu représentes un changement profond. » Elle s'approcha de Margaret et prit une de ses mains. Elle la retourna, regardant la paume calleuse. « Ce ne sont pas tes mains, dit-elle doucement. Pas plus que cette robe grise n'est ta robe. Qui protèges-tu par ce silence ?» Des larmes piquèrent les yeux de Margaret. C'était la première bonté directe et ouverte qu'on lui avait montrée depuis des années. C'était plus dur à résister que n'importe quelle cruauté. « Je ne peux pas le dire. » chuchota T.L., sa voix épaisse. « Très bien, » dit la douairière, relâchant sa main. « Mais sache ceci, quand tu seras prête à parler, il y a ceux dans cette maison qui écouteront. » Elle gesticula vers le lévrier endormi. « Il en est un. J'en suis une autre. Et je crois que mon fils peut être le troisième. » La lettre de Londres arriva une semaine plus tard. Philippe la prit à la bibliothèque et brisa le sceau, ses mains pas tout à fait stables. Il la lut rapidement, puis à nouveau, plus lentement. L'enquêteur avait été minutieux. Il n'avait trouvé aucun enregistrement d'une Meg correspondant à la description. Mais il avait élargi sa recherche. Il avait trouvé l'histoire d'une Miss Margaret Whitley, fille du défunt, respecté savant Alistair Whitley. Une jeune femme de bonne famille et d'éducation, fluente dans les langues classiques, qui avait été laissée destitue après la mort de son père 2 ans auparavant. Un testament contesté, un parent usurpateur du nom de Finch. L'avocat qui avait géré l'affaire avait depuis été radié pour malversation dans d'autres cas. Miss Whitley avait, selon tous les comptes, simplement disparu. La lettre incluait une description physique. Mince, avec des cheveux foncés et des yeux gris verts. Tranquille, digne, intelligente.
Philippe laissa la lettre tomber sur son bureau. Whitley. Tout y était. L'érudition, l'injustice, le nom Finch. Madame Finch était la sœur de l'homme qui avait volé sa vie. C'était pire qu'il n'aurait pu l'imaginer. Elle était venue ici, dans la tanière du lion, dans la propre famille de son ennemi, et s'était placée sous l'autorité de la femme même dont le frère l'avait ruinée. La bravoure de cela, le pur courage désespéré le stupéfia. Il regarda autour de la bibliothèque. Ce n'était pas seulement son sanctuaire. C'était son but. Elle croyait que la preuve dont elle avait besoin était ici. Elle avait risqué tout pour entrer dans cette pièce. Une rage froide, plus profonde que toute qu'il avait jamais ressentie, se posa dans sa poitrine. Une rage en son nom, à l'injustice de tout cela, à son propre aveuglement. Il avait été maître de cette maison, et sous son toit, une demoiselle avait été forcée de frotter des sols et d'endurer les petites cruautés de la femme qui avait profité de sa ruine. Les paroles de sa mère lui revinrent. La justice c'est leur donner ce qui leur est dû. Il savait ce qu'il devait faire. Il se leva et commença à chercher. Non pour un livre spécifique, mais pour une section de la bibliothèque qui aurait intéressé un savant en visite comme Alistair Whitley. Il commença, comme elle, par la collection de philosophie. Il prit des livres. Il passa ses mains le long des étagères. Il tapa les panneaux de bois. Il travailla avec un focus sombre et méthodique. Les heures passèrent. La lumière dehors commença à faiblir. Il le trouva sur la galerie supérieure, non loin d'où elle s'était tenue cette nuit-là. Une section de l'étagère qui semblait fixe était, en fait, une porte habilement déguisée. Un cabinet caché. Il était verrouillé. Il n'avait pas la clé. Il descendit, prit un lourd tisonnier de fer de la cheminée, et retourna. D'un seul coup net, il brisa la serrure. La porte du cabinet s'ouvrit. À l'intérieur, couverte d'une fine couche de poussière, était un petit portfolio de cuir et un seul, épais, livre relié de cuir. Il les prit jusqu'à son bureau. Il ouvrit d'abord le portfolio. Il contenait une liasse de lettres d'une main claire et académique, signée Alistair Whitley. Et en dessous d'elle, un acte. Un acte de titre pour une propriété nommée Rosewood Cottage dans le Devon, avec le seul bénéficiaire listé comme ma fille bien-aimée, Margaret Ellen Whitley. Puis il ouvrit le livre. C'était une rare, première édition d'Homère. Et glissée à l'intérieur de la couverture avant était une autre lettre. Celle-ci était de Whitley à son propre père, le défunt duc. Monseigneur duc, elle commençait. Je crains que ma santé ne décline. J'ai joint l'acte et quelques papiers privés pour les garder en sécurité avec vous car je suis venu à me méfier des parents de ma femme, particulièrement son cousin, Monsieur Finch. Si quelque chose m'arrivait, je vous supplie de voir que ce portfolio soit livré entre les mains de ma fille Margaret. Elle est tout ce que j'ai. Le livre est un petit jeton de mon immense gratitude pour votre amitié et votre patronage. Tout y était. La preuve, le motif, la trahison. Son propre père avait été confié de son avenir et avec sa mort, la confiance avait été brisée. Les documents avaient été oubliés, cachés derrière un panneau secret. Il s'assit à son bureau tandis que la pièce s'assombrissait. Les papiers étalés devant lui et ressentit le poids complet de l'échec de sa famille et du sien. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement lui donner les papiers. Ce serait de la charité. Cela ne restaurerait pas ce qui lui avait été pris. Son nom, sa position, sa dignité. Cela devait être réclamé, non donné. Et cela devait être fait en présence de celle qui avait essayé de le nier. Il sonna pour un valet de pied. « Trouvez Madame Finch, dit-il, sa voix tranquille et dure. Et puis allez chercher la femme de chambre, Meg. Amenez-les toutes deux à moi. » Ici, la convocation sembla un glas. Quand le valet de pied trouva Margaret, son visage était pâle et vieux. « Le duc vous demande dans la bibliothèque. » Et Madame Finch aussi. La marche jusqu'à la bibliothèque fut la plus longue de sa vie. Scindé, sentant sa détresse, marcha silencieusement à ses côtés. Une grande présence chaude dans le silence terrifiant. Madame Finch était déjà là, debout devant le bureau du duc. Son visage était rigide, mais un frémissement de triomphe montrait dans ses yeux. Elle croyait clairement que c'était le règlement final. Le moment où Margaret serait exposée et chassée. Puis Margaret vit les papiers sur le bureau. Le portfolio. La reliure familière et lourde de l'Homère de son père. Son souffle se bloqua dans sa gorge.
Le duc se leva tandis qu'elle entrait. Il ne regarda pas Madame Finch. Ses yeux étaient sur elle. Ils étaient remplis d'une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un remords profond et profond. « Venez ici, dit-il. » Sa voix était douce. Elle marcha en avant jusqu'à se tenir à côté de la gouvernante, scindé prenant position à ses talons. Un bas grondement grondant dans sa poitrine tandis qu'il regardait Madame Finch. Le duc regarda la gouvernante, son visage se durcissant en granit. « Madame Finch, vous m'avez dit que vous aviez pris cette jeune fille tentant de voler dans cette pièce. Vous avez menti. » La bouche de Madame Finch s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « Elle ne volait pas, » continua le duc, sa voix basse et tranchante. « Elle cherchait. Cherchant ce qui lui avait été volé. Cherchant ce que votre frère lui a pris. Sa maison, sa fortune, son nom. » Il prit l'acte du bureau. Il ne le tendit pas à Margaret. Il le tint pour que la gouvernante le voie. « Reconnaissez-vous le nom Alistair Whitley » demanda-t-il. Les derniers vestiges de couleur se vidèrent du visage de Madame Finch. Elle fixa les papiers. Sa composition se brisant comme du verre. « C'était un savant. » dit le duc, sa voix implacable. « Un ami de mon père. Il avait une fille. Une fille qui a été trompée de son héritage par votre frère. Une fille qui a été chassée avec rien. » Il laissa le silence pendre dans l'air. Épais et accusateur. Puis il tourna son regard pleinement sur Margaret. Et pour la première fois devant un autre. Il prononça son nom. Son vrai nom. N'est-ce pas ainsi, Miss Whitley? Le son de cela prononcé à haute voix dans cette pièce fut comme une clé tournant dans une serrure au plus profond d'elle. Miss Whitley. Elle n'était plus Meg, la femme de chambre. Elle était elle-même. Des larmes qu'elle avait retenues pendant 2 ans remplirent ses yeux et coulèrent sur ses joues. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que hocher la tête. Madame Finch fit un petit son étouffé. Tout était fini. Ses mensonges, ses petites cruautés. Le grand vol de son frère. Tout cela exposé dans la lumière de la lampe. Je ne savais pas, bégaya-t-elle. Sa voix un murmure pathétique. Mon frère. Il a dit que la jeune fille n'était pas bonne. Que le père avait des dettes. Il a menti. Dit Philippe. Sa voix plate et dépourvue de pitié. Et vous avez choisi de le croire. Vous avez choisi de persécuter une jeune femme sous votre soin. Parce que vous craignez qu'elle soit une menace pour votre position. Vous avez vu sa dignité. Et vous l'avez prise pour de l'arrogance. Vous avez vu son chagrin et vous l'avez appelée insolence. Il regarda de la gouvernante qui cédait à la jeune femme en larmes à côté d'elle. Son expression s'adoucit tandis que son regard reposait sur Margaret. « Cette maison vous a échoué, Miss Whitley, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Mon père vous a échoué et je vous ai échoué. C'est une dette qui ne pourra jamais être pleinement remboursée. » Il gesticula vers les papiers. « Ceux-ci sont à vous. Ils l'ont toujours été. » Madame Finch céda enfin. Un sanglot sec et convulsif lui échappa. Ce n'était pas le son du remords. C'était le son de la défaite, le son d'une femme qui avait bâti sa vie sur une fondation de contrôle rigide, seulement pour la voir toute s'effondrer en poussière. « Que ferez-vous de moi » chuchota-t-elle, les yeux fixés sur le sol. Philippe la regarda longtemps. La vengeance serait facile, de la chasser comme elle avait l'intention de le faire à Margaret. Mais il regarda le visage de Margaret, les larmes de soulagement, non de triomphe. Il vit la dignité tranquille qui l'avait captivé dès le début. Et il sut que la vengeance n'était pas ce qu'elle voudrait. Ce n'était pas la justice. « Vous ferez vos bagages, dit-il, sa voix lasse. Une voiture vous emmènera à la maison douairière. Ma mère vous trouvera une place sur une exploitation isolée. Vous aurez un cottage et une petite pension. Vous vivrez vos jours dans une obscurité tranquille. C'est plus que ce que vous méritez. Et c'est plus que ce que vous avez montré, Miss Whitley. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il lui avait pris son pouvoir, sa position, sa fierté. Il l'avait laissé avec rien d'autre que sa vie. C'était une ruine aussi complète que celle qu'elle avait aidé à infliger à Margaret. Le valet de pied fut convoqué. La gouvernante, une figure voûtée et brisée, fut emmenée.
Le duc et Margaret restèrent seuls dans la bibliothèque avec le chien endormi et la vérité silencieuse et attendante entre eux. Elle trouva enfin sa voix. « Merci » chuchota T.L., essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « C'est moi qui devrais vous remercier, dit-il. » Il contourna le bureau et se tint devant elle. « Vous êtes entré dans cette maison de chagrin et de silence, et vous m'avez rappelé à quoi ressemble le caractère, ce qu'est l'intégrité. Vous ne vous êtes pas plainte. Vous n'avez pas désespéré. Vous avez enduré, et vous m'avez enseigné. Vous m'avez enseigné à voir à nouveau. » Il s'étendit, non pour la toucher, mais pour pousser doucement le portfolio sur le bureau vers elle. « C'est la preuve de qui vous êtes, mais vous n'en avez jamais eu besoin. Vous avez toujours été Margaret Whitley. J'étais simplement trop aveugle pour le voir. » Il voulait en dire plus. Il voulait lui dire que la pensée de la voir quitter Raventhorn était maintenant intolérable. Il voulait lui demander de rester, non comme une femme de chambre, non même comme une invitée, comme quelque chose de plus. Mais les mots ne vinrent pas. C'était trop tôt. Le gouffre entre leurs stations, qui venait d'être bridé par la vérité, était encore un abîme terrifiant. Alors, il dit la seule chose qu'il pouvait, la seule chose qui importait. « Bienvenue chez vous, Miss Whitley. » Épilogue 6 mois plus tard, l'été était venu à Raventhorn. Le paysage gris et sombre avait été transformé en une tapisserie de verre et d'or. Le soleil streamait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Mais, c'était une poussière heureuse maintenant, la poussière d'activité et de restauration. Margaret se tenait sur une échelle roulante, plaçant soigneusement un livre sur une étagère nouvellement polie. Elle n'était plus dans le gris terne d'une femme de chambre. Elle portait une simple robe de mousseline vert pâle qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Ses cheveux n'étaient plus cachés sous un bonnet, mais étaient enroulés soigneusement à la nuque. Elle n'était pas la maîtresse de Raventhorn, pas encore. Elle était quelque chose de plus tranquille et peut-être plus important. Elle en était la curatrice. Après la terrible nuit dans la bibliothèque, elle n'était pas partie. Le duc lui avait fait une offre. Sa propriété dans le Devon avait été récupérée, et les fonds des livres volés de son père étaient poursuivis par ses avocats. Elle était à nouveau une femme de moyens indépendants, mais il lui avait demandé de rester. « Mon père a laissé cette bibliothèque dans un état de chaos », avait-il dit, sa formalité habituelle un bouclier pour l'émotion plus profonde dans ses yeux. « Et mes propres intérêts sont dans l'agriculture. Elle a besoin de la main d'un savant, la main de votre père, ou de sa fille. Considéreriez-vous de prendre le projet ? Comme curatrice salariée, bien sûr. Il y a une suite de pièces dans les laits. Vous seriez votre propre maîtresse. » C'était une solution parfaite. Cela lui donnait un but, une place, et surtout, cela leur donnait du temps. Du temps pour naviguer la chose fragile et non dite qui grandissait entre eux. Elle avait accepté. Ses jours étaient maintenant passés dans la pièce qu'elle avait autrefois crainte, entourée des livres qu'elle aimait. Elle ramenait le travail de son père et la collection du grand-père du duc à la vie. Sous ses soins, la bibliothèque n'était plus un mausolée de chagrin. Elle devenait à nouveau le cœur de la maison. La porte s'ouvrit et Philippe entra. Lui aussi avait changé. Les manteaux noirs sévères avaient été remplacés par une tenue de campagne plus détendue. Les lignes de chagrin autour de ses yeux s'étaient adoucies. Il souriait même à l'occasion. Un rare, léger basculement de ses lèvres qu'elle était venue chérir. « Les nouvelles étagères sont arrivées du village, dit-il. »« Je les ai vues, répondit-elle, souriant vers lui depuis l'échelle. Thomas le charpentier a fait un beau travail. Il travaille bien sous votre direction, observa Philippe. Tout le personnel le fait. Vous commandez plus de loyauté que Madame Finch n'a jamais fait avec toutes ses règles. Il ne parlait jamais de l'ancienne gouvernante. La douairière avait arrangé son bannissement tranquille et la maison avait guéri. Une nouvelle femme plus douce dirigeait maintenant la maison. Une qui avait été recommandée par Margaret. Il vint au pied de l'échelle et regarda vers elle. « Marcherez-vous avec moi ? La lumière est parfaite près du lac. » « Bien sûr. » Elle descendit de l'échelle et il lui offrit sa main pour l'aider à descendre la dernière marche. Son toucher était chaud et ferme. C'était un petit geste simple mais il envoya un tremblement à travers elle. Leur relation était bâtie de ces petits gestes. Ces moments tranquilles. Un regard partagé à travers une table de dîner. Un livre laissé ouvert pour qu'elle le trouve. Une promenade dans les jardins. Ils quittèrent la maison.
Scindé se levant de son endroit préféré sur le tapis pour les rejoindre. Le grand chien était transformé. Son pelage était brillant. Sa démarche énergique. Il trottait heureusement à leur côté. Plus un fantôme mais un gardien. Ils marchèrent dans un silence confortable pendant un moment suivant le chemin qui serpentait à travers le parc vers le lac scintillant. Les avocats croient qu'ils auront un règlement final de la succession Finch dans le mois. Dit Philippe brisant le silence. Vous serez une femme riche, Margaret. Il avait commencé à utiliser son prénom un mois auparavant dans le calme de la bibliothèque. La première fois qu'il l'avait dit cela avait semblé aussi momentané qu'une déclaration formelle. J'ai toute la richesse dont j'ai besoin. Dit-elle doucement regardant la grande maison le paysage paisible lui. Il s'arrêta et se tourna pour lui faire face. Est-ce vrai? Êtes-vous heureuse ici? Je n'ai jamais été plus heureuse, dit-elle. Et c'était la simple vérité. Elle avait son nom de retour. Elle avait l'héritage de son père. Elle avait trouvé une maison dans l'endroit le plus improbable. Je suis un homme lent et méthodique, Margaret, dit-il, sa voix basse. Ses yeux bruns fauves étaient sérieux, intenses. Je ne me précipite pas dans les choses, ni dans l'agriculture, ni dans d'autres matières. Mais je trouve que ma patience a atteint sa limite. Il prit ses deux mains dans les siennes. Je me suis habitué à votre présence dans ma maison, à votre voix dans la bibliothèque, à votre ombre marchant à côté de la mienne. La pensée de leur absence est intolérable. Il prit une respiration. Je vous demande de rester, non comme ma curatrice, mais comme ma femme, comme la duchesse de Whitchurch. Le cœur de Margaret, qu'elle avait pensé déjà plein, sembla s'étendre. C'était le moment auquel toutes les conversations tranquilles, tous les regards partagés, avaient mené. Elle ne feignit pas de surprise. Elle ne détourna pas le regard. Elle croisa son regard avec la même dignité tranquille qu'il avait d'abord vue en elle. Philippe, dit-elle, prononçant son nom pour la première fois. J'attendais que vous demandiez. Un lent sourire s'étendit sur son visage. Le presque sourire avait disparu, remplacé par une chaleur authentique et a coupé le souffle qui transforma ses traits sévères. Alors ma réputation d'être méthodique est imméritée, dit-il. J'ai été un fou d'attendre si longtemps. Il ne l'embrassa pas alors. Ce n'était pas sa façon. Au lieu de cela, il tint simplement ses mains, son regard plein d'un amour aussi profond et inébranlable que les pierres anciennes de sa demeure. Scindé, sentant le changement, la résolution finale et paisible, vint et reposa sa grande tête contre leurs mains jointes. Regardant l'homme devant elle, le duc en deuil qui avait appris à voir, et le grand chien doux qu'il avait vu tout du long, Margaret sut que le silence de Raventorn avait enfin été rempli, non de rire ou de célébration bruyante, mais d'un amour tranquille et durable qui avait été patiemment cherché et justement trouvé. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Veuillez nous dire de quelle ville vous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles histoires.